Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs. C'est peut-être la première chose que vous avez bu ce matin. Comment se passer de notre café ? Du bureau au coffee shop, en passant par les labos de sciences, il irrigue nos vies comme il stimule nos neurones. Derrière cette boisson quasi universelle, il y a des molécules, des mains qui le cultivent, des recettes, des goûts que l'on apprend à aimer ou à détester. Le café, c'est un objet scientifique, économique et social, et un monde que nous vous proposons d'explorer aujourd'hui au Labo des Savoirs. Bienvenue dans cette dernière de la saison et ma dernière émission tout court au Labo des Savoirs. Et pour bien terminer, on va s'attaquer à cette boisson qui fait partie du quotidien pour beaucoup, avec plus de 2 milliards de tasses bues chaque jour dans le monde. Un geste désormais anodin, mais qui cache de nombreuses subtilités. Alors avec les bénévoles du Labo des Savoirs, plus ou moins caféinés, on a décidé de faire infuser les sciences dans votre tasse de café. Sophie ouvrira le bal en posant les bases sur les différents grains de café et leurs variétés. Valentin, ici présent, prendra le relais avec les effets du changement climatique qui vont toucher et touchent déjà ces cultures fragiles. Jérémy, bonjour à toi. Bonjour. Tu parleras dans ta première chronique d'une histoire de tâche, ou plutôt d'un phénomène physique étonnant qu'on appelle coffee ring. Étienne, bonjour à toi. Bonjour. Toi, tu plongeras dans notre corps après avoir bu une tasse de café pour comprendre ses effets sur notre cerveau ou encore notre attention. Et Jérémy reviendra encore pour nous conter la création d'un objet qu'on a probablement déjà tous et toutes utilisé et qui est lié au café d'une certaine façon. Quel suspense. Et pour terminer, Célie, salut à toi. Salut Donia. Tu te demanderas pourquoi tant de gens trouvent le café amer et pourquoi certains par contre en redemandent, mais ce n'est pas ton cas. Exactement. On accueillera également Ariane Tavakoli, étudiant en biologie à Nantes, mais aussi barista au café Lalaya, qui partagera son expertise et son expérience entre science et extraction. La science dans tous ses états au Labo des Savoirs. Boisson d'abord cérémonielle en Éthiopie, le café était préparé par les femmes, accompagné de sucre ou d'épices. Il circule ensuite dans le monde arabe, où le kawa arrive en Europe au XVIIe siècle. À la fois médicament, stimulant et outil de sociabilité, il devient vite un marqueur culturel. Mais c'est aussi une plante coloniale, cultivée massivement dans les empires pour alimenter la consommation européenne. Aujourd'hui, le café est cultivé dans plus de 70 pays, avec un marché dominé par l'industrie. Mais un mouvement croissant, le café de spécialité, défend des méthodes plus douces, traçables et équitables. Préparer un café, c'est de la science infusée. Chaque tasse résulte d'un ensemble de phénomènes physiques et chimiques. Quand l'eau chaude entre en contact avec le café moulu, elle extrait des centaines de composés aromatiques, des acides, des sucres, des huiles et bien sûr de la caféine. La température, le temps d'infusion, la taille de la mouture ou encore la pression de l'eau jouent un rôle central dans ce qu'on appelle l'extraction. Une infusion trop rapide donne un café sous-extrait, souvent acide ou plat. Trop longue, elle libère des molécules amères et astringentes. L'équilibre est fragile. Des chercheurs et chercheuses en alimentation, chimie et physique se sont penchés sérieusement sur la question. Par exemple, des scientifiques étudient l'incidence du flux de l'eau dans l'extraction, la corrélation entre la finesse de la mouture et la régularité des shots d'espresso, ou utilisent encore des spectromètres de masse pour identifier les profils aromatiques du café. Bref, dans une simple tasse se cachent des années de recherche, des débats scientifiques et peut-être votre prochaine passion. Arabica, Robusta,
Des noms que vous retrouvez parfois sur vos paquets de café. On ne devrait donc pas dire le café, mais bien les cafés, car il existe plusieurs variétés d'arbres à café. Sophie, tu vas nous faire un topo sur les différentes espèces et variétés. Avec plaisir, Dounia. Vous connaissez peut-être l'arabica. C'est l'espèce la plus cultivée et consommée, avec 75% de la production mondiale. Le dernier quart, c'est du robusta, ou Coffea canephora si on veut être exact. C'est une espèce plus chargée en caféine, mais réputée moins goûteuse que l'arabica. Parmi les pays producteurs, le Brésil se hisse en tête, avec 38% de la production mondiale de café. Dans ces plantations, on compte 2/3 d'arabica pour 1/3 de robusta, pour un total, en 2024, de 66 millions de sacs. Alors quand je dis sac, je parle de l'unité de mesure de la production de café. Un sac représente 60 kilos. Si on fait le calcul, pour le Brésil, on arrive presque à 4 millions de tonnes. Alors juste derrière, la même année, on trouve en deuxième position le Vietnam pour 30 millions de sacs, donc 2 fois moins, soit 17% de la production mondiale. Cette fois, c'est principalement du robusta. Viennent ensuite la Colombie, avec de l'arabica, l'Indonésie, un mixte des deux, l'Éthiopie, beaucoup d'arabica, etc., etc. Note importante, il existe en réalité une centaine d'espèces de caféiers du groupe botanique Coffea. Mais la plupart produisent des graines non comestibles pour l'homme. Alors au-delà de l'arabica et du robusta, il existe aussi le Coffea liberica et le Coffea excelsa qui peuvent être consommés, mais ils représentent une minorité de la production aujourd'hui. Alors arabica ou robusta, quelle différence ? Commençons par le plus célèbre. L'arabica est originaire des hauts plateaux d'Éthiopie, il se cultive donc en altitude, mais de préférence à l'ombre. Côté culture, rien de bien magique, il se sème, germe en 2 mois, puis est repiqué avant d'être planté à raison de 3 000 à 10 000 pieds par hectare. Vous imaginez la densité. Il faut attendre 2 à 3 ans avant de pouvoir profiter de ses premières productions. Pour 1 hectare, on peut espérer un peu plus d'1 tonne de café marchand dans les meilleures conditions, sachant que ces arbustes vivent entre 50 et 100 ans. Côté robusta, ou plutôt Coffea canephora, pas de semis, mais des boutures. Un caféier intéressant sera donc bouturé plusieurs fois pour assurer une production homogène. À l'opposé d'arabica, la culture se fait cette fois en plaine et au soleil. Robusta nécessite donc moins d'entretien pour des rendements à peu près similaires, car l'espèce est plus résistante aux parasites. Cela est dû à son taux de caféine 2 fois plus important qu'arabica. La caféine est en effet un insecticide naturel, tout comme la théine pour le thé. Cette espèce, plus solide donc, n'a commencé à être cultivée qu'au milieu du 19e siècle. Alors au-delà des 2 espèces, arabica ou robusta, il y a également un panel de variétés, ce qui ajoute une belle couche de complexité. L'arabica, par exemple, est réputée pour ses nombreuses variétés aux arômes riches, variés, influencés par les conditions de culture, la météo ou l'altitude. Parmi les 200 variations, on peut en citer quelques-unes comme le java, le bourbon, le mocha, le typica ou encore le maragogipe, aux graines 2 fois plus grosses que les graines de café classiques, avec à chaque fois bien sûr des goûts et des arômes très différents. Car pour ceux qui en doutent, le café, comme le vin ou le thé, c'est complexe. Alors la prochaine fois, n'hésitez pas à regarder la provenance de vos cafés, leur espèce, leur variété. Ça vous apprendra plein de choses sur ce que vous apprêtez à boire. Merci Sophie pour cet éclairage et c'est le moment de poser une première question aux bénévoles présents et présentes aujourd'hui. Est-ce que vous saviez qu'on avait une telle variété dans les grains de café, même si je crois comprendre qu'on n'est pas en présence d'énormes buveurs et buveuses de café? Est-ce que vous l'avez peut-être déjà constaté dans le peu que vous ayez bu, ou dans les odeurs, ou dans le goût? Alors moi, je bois un peu de café à la base, surtout pour le côté être réveillé, donc pas un grand spécialiste. Je me doutais qu'il y avait beaucoup d'espèces, mais c'est vrai que c'est impressionnant de voir un peu les différents goûts, tout ça, avoir un peu de précision là-dessus. Célie? Moi, je savais qu'il y avait des cafés qui étaient différents, mais je me doutais pas qu'il y avait autant de diversité. Donc autant de diversité potentielle de goût et d'odeur. Exactement. Valentin? Je pense que je connaissais l'arabica et le robusta, qui sont peut-être les variétés qu'on peut trouver facilement au supermarché, mais c'est tout. Eh bien, comme beaucoup de matières premières, le café n'échappe pas aujourd'hui ni à la mondialisation, ni au changement climatique. Sécheresse, déforestation et variétés menacées. Valentin, tu vas nous parler de l'avenir incertain de l'une des plantes les plus bues au monde. Alors,
Tout consommateur régulier de cette boisson revigorante l'a remarqué. Le café coûte de plus en plus cher. Son prix sur le cours des matières premières a augmenté de près de 70% entre juin 2024 et aujourd'hui. L'addition est donc désormais corsée, comme l'ont écrit de nombreux journalistes ces derniers mois. Produit de la mondialisation par excellence, le café n'échappe bien sûr pas à la spéculation, d'autant que la demande augmente dans des pays comme la Chine, où la consommation de café a été multipliée par 4 entre 2010 et 2022. Mais tu vas nous parler ici de l'impact du changement climatique sur la production de café. Oui, car qui dit mondialisation dit aussi grands pays producteurs, parmi lesquels le Brésil dont a parlé Sophie juste avant. Le pays a connu en 2024 une sécheresse importante qui explique en partie la hausse des prix que nous connaissons aujourd'hui. Une étude de 2014 publiée dans la revue Climatic Change estimait déjà que le changement climatique pourrait réduire de 50% la surface agricole propice à la culture du café d'ici 2050. En confrontant prévisions du GIEC et données sur des sites de production, les chercheurs ont déterminé que de grandes régions comme le Brésil ou le Vietnam seraient particulièrement impactées. De nombreuses autres études montrent que ces plantes souffrent de la chaleur. L'arabica, qui est le plus cultivé au monde et dont a parlé Sophie, s'épanouit particulièrement sous des températures de 18 à 23 degrés et était traditionnellement cultivée dans les forêts, bien à l'ombre. Avec la hausse de la demande, la production s'est largement industrialisée. Cela a conduit à l'augmentation de la taille des parcelles et forcément à la déforestation et à l'usage d'engrais chimiques qui provoquent notamment l'érosion des sols. Beaucoup de cultures sont aujourd'hui exposées en plein soleil et souffrent du manque d'eau. Et il en faut beaucoup de l'eau. Oui, en moyenne 132 litres pour une tasse de 12 centilitres, selon l'organisme Water Footprint Network, qui s'intéresse à l'impact des activités humaines sur l'usage de l'eau. Bon, il faut compter ici toutes les étapes de la production, y compris celle qui consiste à séparer les grains de café et qui est particulièrement consommatrice en eau. Il n'empêche qu'il s'agit d'une culture gourmande et fragile. Certains producteurs font donc revivre l'agroforesterie, qui consiste à mélanger culture et arbres sur une même zone afin d'apporter de l'ombre et de limiter l'évaporation. Des recherches sont également en cours sur des croisements de variétés qui pourraient remplacer l'arabica. Tout en étant plus résistantes à la sécheresse, elles en permettraient aussi des rendements plus importants à l'ombre. Et là, les consommateurs ont un rôle à jouer, en se tournant notamment vers le label Commerce équitable qui permet de financer ce type de projets qui sont souvent portés par de petits producteurs, maillons essentiels de l'industrie du café. Ou alors en faisant le choix d'une boisson alternative comme la chicorée qui les libérera enfin de leur addiction à la caféine. Dounia, la chicorée... Non, mais je respecte les buveurs et les buveuses de chicorée, tout comme il faut respecter les buveurs et les buveuses de café, n'est-ce pas? Vous avez essayé peut-être autour de la table d'autres alternatives au café? Tout ce qui est céréales torréfiées, ouais, l'orge torréfiée ou le sarrasin torréfié. J'ai une petite préférence pour le sarrasin, ouais. Je trouve qu'il y a un petit côté de noisette qui est très agréable. Moi, pas du tout. Je pense que c'est vraiment la torréfaction qui fait que je suis pas très café. Le côté grillé? C'est ça. Et après, j'aime bien les noisettes torréfiées dans la salade, mais je pense que c'est pas tout à fait la même chose. Peut-être essaye, je te ramènerai du sarrasin à infuser. Et vous serez prêt ou prête à changer votre consommation pour des raisons écologiques, comme certaines personnes décident de diminuer leur consommation de viande ou de certains produits? Pourquoi pas, ouais. Il y a le thé, notamment en termes d'eau, est beaucoup moins consommateur que le café. Je crois que donc on est à 132 litres pour du café et c'est 2 fois moins pour le thé. Ouais, carrément. Enfin, moi, j'essaye aussi de plus passer maintenant sur des infusions en me disant qu'il y a déjà plein d'herbes très chouettes à infuser en France. On a plein de choses, de la menthe, de la verveine, du tilleul, de la mélisse. Bon, bref. Alors, l'autre description, on voit une personne au studio tirer la langue avec une moue de dégoût. Donc, ouais, je pense qu'en fait, en vrai, il y a plein de choses à trouver sans forcément aller jusqu'au bout du monde pour faire infuser des choses chouettes. Oh oui, pourquoi pas aussi. L'intérêt, enfin, tant qu'il y a un goût qui est agréable et un effet un peu réveil, pourquoi pas tester d'autres choses. Moins de café, même si ça reste une boisson bue par énormément de personnes tout de même dans le monde et au quotidien, y compris ici au Labo des Savoirs et dans les labos de recherche. Elle joue un rôle majeur dans les sciences et dans la recherche en étant le carburant de nombreuses personnes impliquées dans cette activité ô combien exigeante et parfois rageante. Et parfois, Jérémy, on retrouve le café là où on ne l'attend pas. Tout à fait. Et d'ailleurs, toute personne qui vit quotidiennement avec une tasse de café ou d'autres breuvages à infuser qu'on a pu citer auparavant, voit régulièrement se former des taches sur sa table. Ces taches présentent un motif que tout le monde, je pense, aura en tête,
les contours un peu plus foncés, comme si la concentration de café était plus élevée sur les bords. Mais figurez-vous que c'est vraiment le cas. Ce phénomène a été décrit pour la première fois dans un article publié en 1997 dans Nature, et je vais tout de suite écorcher le titre. Capillary flow as a cause of ring stains from dried liquid drops, qui a été rédigé par Robert Digan et ses collègues. Et voici l'explication. Alors imaginons une goutte de café sur une table. Lorsque le fluide qui la compose, donc majoritairement de l'eau, s'évapore, la perte de matière sera proportionnellement plus forte sur la périphérie, là où la goutte est plus fine. Il y a donc un courant qui va se mettre en place dans la goutte et le fluide va se déplacer vers le centre, qui est plus épais, vers les bords. Et les constituants qui sont piégés dans ce fluide vont être ainsi embarqués et venir se concentrer pour former cette tache au contraste si particulier. Donc cet article de 97 propose un premier modèle mathématique pour exprimer tout cela. Alors les formules ne sont pas hyper radiophoniques, puis je ne vais pas vous cacher, j'y comprends pas grand-chose. Donc sachez juste que c'est toujours un sujet de recherche, comme en témoigne la conférence de la chercheuse Madeleine Moore au congrès ISIAM 2023 dédié aux maths appliquées. Mais c'est plus la façon dont ce modèle a été testé que je souhaite vous partager. Comment rendre visible ce qui se passe à une si petite échelle ? Digan et ses collègues ont dispersé des microbilles de polystyrène de 1 micromètre de diamètre, donc environ le diamètre d'un cheveu divisé par 50, dans l'eau. Une goutte de cette solution, donc eau plus microbilles, a été placée sous un microscope pour être filmée. Et la douce migration de ces petites billes a été observée. On y retrouve ce qui a été décrit juste auparavant. Toute la difficulté maintenant est de comprendre l'influence des différents paramètres sur ce phénomène. Donc je peux citer notamment l'impact de la forme des billes, leur diamètre, ou encore la présence des tensioactifs, ces molécules comme le savon, qui modifient ce qui se produit aux interfaces. Alors sachez que c'est toujours un sujet de recherche. Si vous tapez Coffee Ring Effect dans Google Scholar, vous verrez une littérature riche et variée. Alors comment expliquer que ce phénomène soit toujours à l'étude aujourd'hui ? C'est un effet qui peut être très embêtant, notamment lorsqu'on veut des belles impressions homogènes, puisque vu que les encres s'obtiennent par un savant mélange de divers composés dans un solvant, on peut aussi avoir des problèmes de pigments qui vont plus se concentrer sur les bords, ce qui peut être embêtant lorsqu'on fait des impressions graphiques, mais aussi si on a des impressions conductrices, quand on veut par exemple imprimer un circuit électronique ou des panneaux solaires. Donc ce fameux Coffee Ring Effect, s'il apparaît en séchant, l'impression sera très irrégulière, ce qui peut ruiner une image ou une puce. A l'inverse, certains procédés peuvent chercher à amplifier ce phénomène. C'est par exemple le cas en chimie séparative. Donc chimie séparative, c'est ce qui désigne toutes les techniques qui sont utilisées en laboratoire pour isoler les différents constituants d'un échantillon. Donc ça peut être pour la santé, pour des mesures environnementales, pour chercher à estimer la qualité de l'alimentation. Toutes ces techniques, elles ont pour point commun de chercher à séparer des ions, des molécules qui ont diverses tailles pour en obtenir la concentration ou au moins une confirmation de leur présence. Donc pas si facile de faire le tri efficacement vu les propriétés que peuvent avoir tous ces constituants. Et donc le Coffee Ring Effect pourrait être utilisé pour avoir une astuce supplémentaire pour doper certaines méthodes de séparation. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc redouter ou admirer, cette tâche intrigante n'a pas encore livré tous ses secrets. Pensez-y, la prochaine fois que vous posez votre mug sur votre bureau, une épopée scientifique de près de 30 ans vous précède. Merci Jérémy, et il est bel et bien l'heure de justement poser votre tasse de café et d'admirer peut-être ce bel anneau sur votre table pour cette pause musicale en compagnie de Reveille Sons et du bien nommé Black Coffee. That's where it's at. And I know way back in your love before I don't know it. See, I got hung over before I'm still.
telling you now. Black coffee. That's what I want and that's what I need. Black coffee. Wow, yeah. Black coffee. That's where it's at. Black coffee. Let's go to the other side of the pond. Black tea, it's as black as it can be. Black tea, can't compare with me. That's right. Black tea, well, it's as good as it can possibly be. But it's a cup of black coffee, that's what a working man needs. And I wanna tell you, back in America, that's the land of the free. You can get anything you want, as long as you got that don't raise me. Well, I'm traveling far, and I work like a slave. But I'm independent now, and you know I get laid. I got me a job, I built me a place. I get that tomato black coffee, and how good it tastes. I said a dime is all it costs, back in the States, for a cup of black coffee, and how good it tastes. Black coffee. Ooh, oh, 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 hey. Black coffee. Oh, yeah. Black coffee. That's what I want, don't you hear me? Black coffee. To soothe my soul, not to soothe my soul. That's what I want. Le son des sciences au Labo des Savoirs. C'était Black Coffee de Rival Sons et nous sommes de retour en plateau avec les bénévoles du Labo des Savoirs pour cette dernière de la saison 2024-2025 autour d'une tasse de café. Vous l'aurez compris depuis le début de cette émission, le café, ça se boit, ça se cultive, mais c'est aussi la science de sa préparation. Nous allons nous tourner vers un expert du sujet, Arian Tavakoli, étudiant en biologie à Nantes et aussi barista à l'Alaya. Entre laboratoire et comptoir, il nous raconte les arômes, les techniques d'extraction et sa passion qui transforme ce grain en breuvage. Arian, avant de découvrir le café de spécialité, pour vous, le café était-il un simple stimulant pour rester éveillé dans le cadre de vos études ? Est-ce que la découverte justement de ce café de spécialité a vraiment changé votre vision de ce domaine en général ? Avant, je buvais le café, mais pas de café de spécialité. Pour moi, j'étais un consommateur irrégulier de café, soluble même, café pas bon. Le sens du café pour moi, c'était juste pour rester réveillé, conscient la veille de mon examen. Une fois que j'ai connu le café de spécialité, c'était un nouveau monde pour moi et j'ai vu que c'était vraiment scientifique. De plus en plus, j'ai une vision plus claire de ce que je bois, je me prépare tous les matins et ce que je fais dans le coffee shop en tant que barista pour les clients. Le café de spécialité maintenant a un sens au-delà de juste boire une boisson caféinée. On soutient les produits locaux, traçables, qui sont préparés et produits par les petits commerçants dans les petites fermes. On peut aller les voir, les connaître. Parmi les processus essentiels qu'on ne connaît pas forcément très bien dans le café de spécialité, il y a la fermentation avec l'importance des levures et des bactéries. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus et nous détailler comment ce processus microbien influe sur les profils aromatiques et de saveur des cafés ?
La fermentation, c'est là où ça intervient la microbiologie et un peu la biologie. C'est les levures et les bactéries lactiques et acétiques. Et on peut voir que quand on a un café fermenté, ça peut avoir des profils très différents. Aujourd'hui, ce que je vois de plus en plus, les cafés funky ont des processus fermentés ou même encore co-fermentés avec les fruits comme myrtille, framboise. Ça a une odeur déjà très intéressante, très gourmande et dans la tasse, ça a un résultat vraiment incroyable. Et avant même la fermentation, il y a la récolte et les méthodes post-récolte du café. Je crois savoir qu'il y a différentes méthodes. Il y a les lavés, les naturels et qui ont des approches très différentes dans la façon de traiter le café une fois qu'il a été récolté. Une fois le café récolté, il y a des processus qui nous permettent d'obtenir le grain de café et dépulper la cerise de café. La cerise de café, c'est le fruit du café. La méthode lavée, c'est le café en contact avec de l'eau. Et la pulpe de café, le mucilage de café et la parche. La parche, c'est une couche plus rigide qui enveloppe le grain de café. Tout ça, c'est enlevé de manière mécanique. Et après, les grains de café, ce qui reste, c'est en contact avec de l'eau. Et le résultat en tasse, c'est un café bien clair, une belle acidité et un café plus léger en texture encore. Le processus naturel du café, c'est on ne dépulpe pas les grains de manière mécanique, on les étale sous le soleil, soit sur le sol, soit sur les lits africains. Ça permet de sécher la cerise de café. Ce qui se passe, c'est que le grain est plus longtemps en contact avec le mucilage et ça absorbe les sucres de café. Et il y a aussi une fermentation ici, mais c'est une fermentation dans la cerise de café. Il y a un autre processus, je l'aborde, c'est le processus Oni. En fait, c'est quand on dépulpe de manière incomplète la cerise de café. C'est entre le café lavé, entre le café naturel. Les grains de café sont vraiment différents par rapport à l'un et l'autre. Quand je vois le silo de café dans notre moulin à café, je vois qu'il y a vraiment une différence quand on regarde les grains. Et une fois le café récolté et fermenté, on peut enfin le déguster en passant par l'extraction, qui est un autre moment clé. Quelles sont les différences qui peuvent exister entre ce qu'on a l'habitude de boire, on va dire le café filtre, le café l'espresso? Quelles sont vraiment les grosses différences qui existent et qui sont perceptibles entre ces différentes méthodes? Ça dépend de la méthode qu'on utilise. La différence majeure, c'est la pression pendant l'extraction. Pour obtenir un espresso, on utilise une machine industrielle qui exerce une grande pression sur le café, une pression de 9 à 11 bars, j'imagine, pour les machines industrielles. C'est comme ça qu'on obtient un café court, pas clair. Un café espresso, ça ne contient pas forcément plus de caféine, c'est le dosage de café. Pour la caféine, c'est surtout combien de grammes de café. Et pour expliquer un peu les méthodes douces, en fait, on compense la pression par le temps plutôt ici. On infuse le café pendant 2-3 minutes et les différences, c'est vraiment repérable. Déjà le goût, la texture du café. Vous, en tant que barista, qu'est-ce qui se passe au moment où vous recevez le café dans les coffee shops? Quelles sont les choses à respecter, les méthodes de travail et les paramètres à respecter pour justement produire une tasse de café, faire l'extraction du café avec celui que vous avez reçu? Moi, en tant que barista, je reçois le café torréfié et le temps de conservation, c'est entre 2 semaines et 2 mois, c'est le temps conseillé pour la consommation de café. Ce qu'on fait en tant que barista, c'est l'extraction du café et la préparation du café. Pour la préparation du café en général, il y a des paramètres comme la mouture. Parfois, on dit que c'est la paramètre la plus importante. Plus le café est gros, a une mouture grosse, moins on peut extraire ce café. Les autres paramètres, c'est le ratio du café eau. Pour espresso, on est entre 1 sur 1,5 et 1 sur 2,5. 1 pour café,
et 2 pour eau, du coup. Pour les méthodes douces, c'est différent. On utilise notre ratio, c'est 60 grammes de café pour 1 litre d'eau. Il y a le temps d'infusion, il y a la température d'eau aussi. Plus la température est élevée, plus mon café est infusé et extrait aussi, je pourrais dire. Arian, je le rappelle, vous êtes également étudiant en biologie. Est-ce que l'apport de la science et même des méthodes scientifiques est important dans votre pratique du café? Est-ce que vous avez pu utiliser des outils, des méthodologies qui viennent plutôt du domaine scientifique pour avoir des informations sur votre façon de préparer le café? Est-ce qu'on peut par exemple imaginer des chiffres, des indicateurs, des pourcentages qui vous donnent des informations sur la façon dont l'extraction s'est passée? On a un pourcentage d'extraction optimal pour le café, c'est entre 18% et 22%. On peut les mesurer scientifiquement. Il y a l'appareil réfractomètre. J'ai déjà utilisé ça. Ça m'a beaucoup intéressé. Je suis passionné par connaître un peu les variétés, la génétique du café et aussi un peu la chimie du café. Je pense que ça me donne une vision plus vaste dans ce domaine. Il y a des approches scientifiques, mais il faut quand même aborder l'aspect expérimental aussi. C'est pas forcément avec les chiffres qu'on peut juger, qu'on peut analyser un café. Pour moi, comme il y a des différents goûts. En fait, pour les compétitions, c'est le même café, le même équipement, mais c'est les différentes recettes qui changent complètement le résultat de la boisson dans la tasse. Alors, oui, bien sûr, il y a des méthodes scientifiques. Je peux suivre ma recette pour obtenir le meilleur chiffre, la meilleure extraction, le pourcentage parfait, optimal pour la préparation de mon café. Mais je pense que il faut quand même partager cette tasse, ce coping avec les autres pour voir aussi le côté expérimental. Dernière question pour vous, Arian. On sent depuis le début de notre conversation cette passion et cette fascination que vous avez autour du café de spécialité. Est-ce qu'il y aurait un message essentiel que vous souhaiteriez transmettre aux personnes qui nous écoutent? Je vois beaucoup de gens qui connaissent pas du tout ça et qui ne savent même pas que le café peut avoir de différents goûts. Ce n'est pas juste le goût chocolaté noir du café, un café court italien ou peut-être plus allongé de manière américaine. Ce n'est pas que ça vraiment. Peut-être c'est pas forcément facile de changer les habitudes, de s'arrêter de mettre tout le temps du lait dans le café. Mais je pense qu'on peut reprendre des nouvelles habitudes, de profiter du café d'une autre façon ou encore soutenir encore les petits commerçants, les produits locaux qui sont de qualité, qui sont traçables, qui sont écolos. Vraiment, j'aimerais bien renforcer cette culture partout, surtout en France, là. Et une fois cette tasse préparée délicatement, avec amour du café de spécialité, il ne reste plus qu'à la boire et l'apprécier. Mais par la suite, elle agira sur notre cerveau et notre corps. Étienne nous explique ce que la science peut nous dire sur les effets de cette tasse, ses bienfaits et ses limites. En effet, Dounia, et pour établir le contexte général, l'EFSA, Autorité européenne de la sécurité des aliments, a étudié les effets du café. Selon leurs recherches, le café agit entre 15 et 30 minutes après l'ingestion. Sa durée d'action est très variable. En moyenne, le corps élimine 50% de la caféine en 4 heures, mais ce délai peut varier de 2 à 8 heures. Maintenant ces rappels faits, passons aux effets, commençant par le côté positif, même si nous n'avons pas de consensus très clair sur l'ensemble des effets du café. Là où s'accordent les études, c'est le plus évident, une réduction de la somnolence, une augmentation de l'état d'éveil, mais aussi, plus étonnant, des effets positifs sur l'humeur et une réduction de l'anxiété. De manière générale, une plus grande activité cérébrale. Cela est dû au fait que la caféine est un antagoniste de l'adénosine, c'est-à-dire qu'il limite la production de l'adénosine qui est libérée par les neurones pour ralentir le cerveau afin de protéger en cas de danger supposé. Le café limite donc cette veille automatique. Il semble également que le café puisse réduire les risques de maladie de Parkinson.
La maladie de Parkinson étant causée par une dégénération de neurones produisant la dopamine, le café pourrait permettre de repousser, voire limiter, l'apparition de cette maladie. Grossièrement, les neurones s'endorment moins puisque le café limite l'adénosine et donc la dopamine est mieux produite. Cela reste assez complexe et peut dépendre du sexe et des quantités de caféine. Je vous laisse vous référer à la très complète revue de la littérature d'Astrid Nellig, parue en 2007. Autre potentiel effet positif, une étude de Brian Fiani en 2021 pointe une meilleure mémoire à court et long terme avec la consommation de café. Une étude états-unienne du Committee on Military Nutrition Research Food and Nutrition Board en 2001 constate, elle, des effets positifs sur l'activité physique, particulièrement pour lutter contre des causes qui la limitent, comme l'altitude ou un rhume. Cette même étude de 2001, ou encore la revue d'Astrid Nellig de 2007, recense des effets positifs sur la capacité d'attention. Mais la revue de 2021 de Brian Fiani considère que l'on ne peut pas conclure cela. Parfois, la recherche cherche encore. Et oui, au final, des incertitudes, mais tout de même, je le note, beaucoup de positifs. Mais quelle est donc la contrepartie négative à cela ? Évidemment, le plus classique, cela peut impacter le sommeil, si le café est pris moins de 3-4 heures avant le coucher. On peut citer également une moins bonne assimilation du fer quand un café, ou un thé d'ailleurs, est pris autour du repas. Mais c'est à peu près les seules certitudes d'effets négatifs avérés dans un niveau de dose raisonnable, de l'ordre de celles qui sont généralement consommées. Bon allez, pour se faire un petit peu peur, on peut tout de même citer quelques soupçons d'effets négatifs apparus dans des études. Le café est potentiellement addictif, avec une activation du circuit de la récompense, même si on est loin de l'effet de la cocaïne ou des amphétamines, comparaison faite dans l'article d'Astrid Nellig en 2007. J'ai envie de dire, heureusement. Potentielle amplification du risque de cancer de l'œsophage d'après l'Organisation mondiale de la santé, OMS, mais juste quand on boit une boisson trop chaude, pas spécifiquement le café. À forte dose de caféine, des effets négatifs psychologiques qui sont l'opposé de certains effets positifs peuvent être constatés, d'après entre autres la revue d'Astrid Nellig de 2007 ou l'article du Committee on Military Nutrition Research de 2001. Diminution de l'activité physique, augmentation de l'anxiété ou encore attaque de panique. Mais rassurez-vous, rien n'est constaté pour des doses raisonnables. Êtes-vous raisonnable ? L'Organisation mondiale de la santé, OMS, conseille de ne pas dépasser les 400 mg de caféine par jour, soit environ 4 tasses de café. Et à cette dose, l'EFSA, Autorité européenne de la sécurité des aliments, assure qu'il n'y a pas de danger chez l'adulte bien portant et pas de risque jusqu'à 2 tasses par jour chez la femme enceinte. Même chez l'enfant, avec une dose un peu moindre comparée à l'adulte rapportée au poids, on s'assure, d'après leur étude, de ne pas avoir d'effets négatifs majeurs. Même la consommation dans des boissons énergisantes, de l'équivalent de 2 tasses de café, soit environ 2 canettes de 25 ml de votre energy drink préféré, couplée à une alcoolémie de 0,8 g par litre de sang, n'a pas, d'après leur étude, d'effets néfastes supplémentaires chez l'adulte, ni a priori de réduction de la capacité à ressentir l'alcoolémie. Par contre, l'alcool, ça reste mauvais pour la santé. En conclusion, la caféine a plein d'effets positifs, combattant le sommeil, mais aussi l'anxiété ou potentiellement la maladie de Parkinson, en améliorant de manière générale l'activité cérébrale, voire physique, mais à condition de la consommer de manière raisonnable, pas plus de 4 tasses par jour et assez loin du coucher, 3 ou 4 heures avant. Comme on dit, c'est la dose qui fait le poison. Bien dormir, c'est important, mais bien utiliser le café, ça fait le café. Merci Étienne pour avoir rétabli en ces lieux la vérité. Cher public, vous avez déjà ressenti les effets de l'action du café sur votre corps ? Non. J'avais une question pour Étienne. Quand tu dis 4 tasses, c'est 4 tasses de combien ? Parce que la question est posée. Alors ça dépend un peu des tasses. Il prenait l'exemple café filtre, une tasse, les tasses classiques, ça approchait les 100 millilitres. Quand tu es sur les expressos, les petites doses, c'est un peu plus proche de 70-80. Les boissons énergisantes, c'est dans les 80. Donc on est un peu tout en dessous, sur des doses classiques, on est un peu tout en dessous des 100 mg. Et on approche, on est dans les 90 à peu près. Et sinon, pour revenir à ta question, Dounia, merci Étienne. C'est vrai que moi, je prends pas beaucoup de café, mais des fois, le café est déjà prêt quand j'arrive chez quelqu'un et j'ose pas ne pas le boire. Et quand j'en bois, je me sens très énervé. Ouais. J'ai l'impression que ça s'agit trop dans ma tête, quoi. Ça remue tes neurones. Ouais, ça doit être ça, ouais. Étienne ? Je vais continuer à faire défenseur un peu du café. Moi, je trouve quand même que au niveau concentration, après c'est peut-être un placebo, mais le côté capacité de réflexion rapide, de réaction, de rester concentré, ça donne quand même un effet boost souvent.
Est-ce que tu arrives à boire du café juste pour le plaisir ou c'est plus par l'effet que ça peut te procurer sur la concentration, sur l'activité? Honnêtement, j'ai commencé à en boire en n'aimant pas ça, juste en me disant bon là j'ai vraiment besoin. Mais petit à petit, maintenant j'aime vraiment le goût du café. Il y a un côté plaisir avec. J'ai enlevé le sucre du café. J'aime le café seul maintenant. Il est sur la bonne voie. Les effets du café sur notre corps peuvent donc provoquer des idées un peu bêtes, mais qui, elles, amènent parfois à de gros changements. Et Jérémy, tu vas nous emmener aux origines d'un objet que beaucoup d'entre nous utilisent au quotidien. Et promis, vous allez voir le lien avec le café. Et oui, figurez-vous qu'on trouve des pépites dans les labos, on trouve des bijoux de technologie à plusieurs millions d'euros, on trouve des vestiges très anciens qui ont passé des siècles au fond des océans, ou encore des personnes un peu barrées, notamment parce qu'elles mettent en jeu beaucoup de moyens pour réaliser des idées qui le sont tout autant. C'est le genre d'histoire que je vous propose de découvrir maintenant. C'est un jour comme les autres. En 1991, dans un labo probablement un peu décrépit de l'université de Cambridge, le Computer Lab, qui hébergea les travaux de Quentin Stafford Fraser. Ces derniers sont en lien avec les réseaux, que l'on pourrait décrire avec quelques approximations comme les ancêtres lointains du réseau ADSL. Alors ce sujet occupe une quinzaine de personnes au sein d'une équipe nommée Trojan Room, probablement une blague de geek qui fait référence au cheval de Troie. Et cette équipe, figurez-vous, est dispersée dans plusieurs bureaux au sein d'un même bâtiment. Alors, chers auditeurs et chères personnes autour de la table, retenez bien cette information car elle est capitale. Comme évoqué un peu plus tôt dans l'émission, les scientifiques sont grossièrement des personnes qui transforment des litres de café en articles très compliqués. Et pour maintenir un rythme de travail effréné, l'unique machine à café de l'équipe tourne régulièrement. Vous vous doutez qu'elle ne peut abreuver simultanément 15 personnes. Imaginez alors la déception d'une âme en peine, en quête d'un café réconfortant, découvrant alors la cafetière vide après avoir traversé tout le bâtiment. Qu'est-ce que vous auriez fait à leur place? Est-ce que vous avez une idée? J'aurais acheté une deuxième cafetière pour mettre plus proche de mon bureau. Et la frugalité alors? Et vous ne pensez pas au risque électrique? Madame, vous êtes folle. Moi, j'aurais mis la cafetière directement dans mon bureau, quoi qu'il se passe. Alors, on voit bien là le côté un peu individualiste. Je reconnais bien Dounia. Ah oui. On pourrait aussi imaginer, peut-être étaler les pauses, mais du coup, on aurait cassé un peu la dynamique. Et les personnes qui ont travaillé en labo savent que ces moments sont riches pour le partage d'idées. Donc, ils ont eu une autre idée. Et cette idée, c'est inventer la webcam. Car effectivement, en un clic, il est désormais possible, grâce à leur invention, de faire apparaître sur son écran une image de la cafetière et de vérifier le niveau de remplissage de la cafetière avant de quitter son bureau. Alors, figurez-vous que cette webcam a marché pendant 10 ans. Elle a été désactivée en 2001 au déménagement du laboratoire et ça a été un événement relayé dans la presse internationale. Alors, aujourd'hui, ça peut paraître tout bête, mais là, on est en 1991. Internet et autres réseaux n'en sont qu'à leur balbutiement. Et les images, d'ailleurs, ne sont pas accessibles sur Internet initialement, mais uniquement dans le labo, car ce n'est que 2 ans plus tard que les navigateurs web ont obtenu la capacité d'afficher des images, notamment avec la balise IMG du langage HTML, qui est toujours aujourd'hui, d'ailleurs, utilisé sur nos sites. Donc ça veut dire qu'avant l'arrivée de cette balise, naviguer sur le web, c'était surtout être confronté à du texte. Alors, de nombreux médias évoquent la première webcam, mais j'ai envie d'y voir aussi le premier vestige d'un Internet que trop peu de monde aura connu. Un peu à la manière des astronomes qui voient les lumières du passé en pointant des étoiles lointaines. Cette image grise de 128 pixels par 128 pixels nous ramène à une époque aujourd'hui inconcevable. Une époque où notre attention n'était pas encore prédatée par 1000 contenus et pouvait dédier un peu de temps à cette cafetière un peu particulière dans un vieux labo d'Angleterre. Une très belle invention à mes yeux. Merci Jérémy pour cette histoire. Et voilà maintenant près de 50 minutes que nous louons, à mon sens, à juste titre, la beauté du café. Mais pourtant, au sein du labo des savoirs, des voix s'élèvent et osent affirmer ne pas supporter le café. Célie, tu as besoin d'en parler? Eh bien, écoute, Dounia, moi, j'ai grandi dans une famille sans café. Enfin, apparemment, c'est à cause de moi. Quand ma maman n'en boit plus, parce qu'elle adorait ça à la base. Une histoire de grossesse, de nausées matinales, je vous passe les détails. Quoi qu'il en soit, c'est dans une famille avec plusieurs théières et une bouilloire que j'ai grandi. Sauf pendant les vacances chez mes grands-parents, où j'ai appris à doser le café comme mon grand-père et à faire un canard avec un sucre dans la tasse de ma grand-mère.
Clairement, c'était juste pour le sucre, mais c'est une autre addiction, donc je vais pas en parler. Et puis j'ai vieilli. On m'a alors dit que j'allais finir par aimer ça parce que j'allais en avoir besoin. C'est vrai que les effets du café, c'est intéressant quand on fait des études, qu'il faut réviser, quand on fait de l'animation l'été. Résultat, 6 ans d'études, un travail dans l'animation, mais toujours pas de café. Entre-temps, le café est doucement arrivé dans ma vie, au travail, avec les collègues, en terrasse, avec des amis et même un peu à la maison. Mes sœurs sont passées du côté obscur. Mais moi, toujours pas. L'odeur me dérange toujours autant et le goût, n'en parlons pas. Alors que je tente parfois, je vous assure, j'aimerais vraiment aimer le tiramisu. Mais alors pourquoi ? Pourquoi moi, j'aime pas le café ? Bon, je vous rassure, je suis quand même pas la seule dans ce cas. Bon, assez parlé de moi, Dounia, est-ce que toi, tu te souviens de ta première gorgée de café ? Je m'en souviens vaguement parce que j'aime bien goûter tout ce qui passe et c'était le moment où tu deviens un peu moins une enfant et un peu plus une adulte et où tes parents t'autorisent à boire un petit café. Et évidemment, c'était pas super bon, c'était un peu amer, mais c'était intriguant. Mais je le conçois, cette fois, c'était amer. Eh oui, l'amertume, un vaste sujet. Donc, l'amertume est considérée comme l'une des 5 saveurs de base, avec l'acide, le sucré, le salé et l'umami. Elle est plutôt considérée comme désagréable, bien qu'appréciée par certains et certaines dans le café, le pamplemousse, le vin ou la bière, par exemple. Elle est perçue par des récepteurs gustatifs situés dans les papilles gustatives de la langue, et au moins 25 types de récepteurs détectent les composés amers. Cette amertume est due à des composés chimiques présents dans les aliments comme les alcaloïdes, tels que la caféine ou la quinine. Mais ce goût un peu désagréable n'est pas là par hasard. Il est souvent associé à la détection de substances potentiellement toxiques dans la nature. Comme quoi, ça semble plutôt logique de ne pas aimer le café finalement. Bon, on n'a toujours pas répondu à la question du pourquoi moi et pas Dounia. Eh bien, la réponse se trouverait vraisemblablement dans notre ADN. Et oui, les récepteurs du goût sont codés par une famille de gènes, les TAS2R, pour Taste Receptor de type 2, qui déterminent les récepteurs spécifiques à des molécules amères distinctes. Il existerait entre 25 et 30 de ces récepteurs fonctionnels chez l'humain, et un des plus étudiés, c'est le numéro 38. Ce serait donc une histoire de gènes. Est-ce que tu pourrais nous réexpliquer ce qu'est un gène ? Alors, les gènes, c'est des petites portions d'ADN qui contiennent des instructions nécessaires pour fabriquer une protéine particulière ou jouer un rôle dans le fonctionnement des cellules. Et qu'est-ce qu'il a de spécifique, ce gène en particulier ? Alors, ce fameux TAS2R numéro 38 code notamment la réception du phénylthiolcarbamide ou PTC pour les intimes. C'est un composé organique amer fabriqué par les plantes telles que le brocoli ou le chou de Bruxelles. Et ce gène existe en 2 versions, une version dominante et une version récessive. Chaque personne en ayant forcément 2 exemplaires, on a alors 3 combinaisons possibles. Soit dominant et dominant, ce sont les gens très sensibles au goût amer. Soit dominant récessif, les gens normalement sensibles au goût amer. Et la paire récessif-récessif pour les gens qui sont quasiment insensibles à l'amertume. La capacité à détecter ce fameux PTC est un trait génétique dominant et la proportion de personnes capables de déceler ce goût à des faibles concentrations varie fortement en fonction des populations. Par exemple, dans une province de l'Inde, 53% de la population la détecte à faible concentration, contre 97% chez les Amérindiens. Si vous souhaitez vous faire tester, il existe des tests génétiques assez accessibles pour le faire. Bref, nous ne sommes pas toutes et tous identiques face au café et à son amertume. Il y a aussi un effet d'accoutumance, d'habitude. Plus on en boit, plus on aime ça. Ça marche aussi avec les bières et les choux de Bruxelles. Si, je vous assure. Et puis, il y a une dimension culturelle. Boire du café, c'est être adulte, aller à la pause café avec ses collègues, prendre un café en terrasse. C'est vrai que ça confère un certain standing. Oui. Donc même si on n'a pas les bons gènes, on peut quand même s'habituer à aimer boire du café. Mais je crois que c'est définitivement pas pour moi. Merci Célie, merci d'avoir essayé tout de même et d'expliquer que, allez, j'admets que le café, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais tu soulèves quelque chose d'intéressant et je vais poser la question autour de la table. Est-ce que vous partagez ce même constat que pour vous, le café, c'est avant tout quelque chose d'amer ? Étienne ? Ouais, moi c'est ce que je disais, j'ai mis un moment à aimer et moi je comparerais ça, ouais, en effet, t'as pris l'exemple de la bière ou du vin et c'est un peu pareil, il y a quand même peu de gens qui aiment directement le café à la première tasse. Il y a un côté habitude de cette amertume et d'apprécier petit à petit. Je fais confiance, mais je pense que ce sera toujours pas pour moi. J'essaye,
Des fois, je goûte le tiramisu et vraiment, bah non. C'est non. Et peut-être une infusion de choux de Bruxelles torréfiés. Alors, je commence tout juste à aimer les choux de Bruxelles, malgré mon envie d'aimer les choux de Bruxelles, comme le café. Vraiment, les choux de Bruxelles, le légume le plus mignon de la Terre. Maintenant, j'aime bien les choux de Bruxelles. Avant, j'aimais pas. Donc, peut-être qu'un jour, j'aimerais le café, mais j'ai décidé que je buvais des trucs qui me plaisaient déjà et que pourquoi se forcer ? C'est déjà pas mal. Mais il y a aussi des infusions de fleurs de café qui sont très douces, très fruitées aussi. Mais je te ferai basculer du côté obscur un jour. Moi aussi, peut-être. Le Labo des Savoirs. Émission activatrice de synapses. Le café, c'est un geste simple répété pour moi 1000 fois. Une habitude dans mon quotidien. Il a accompagné mes journées au Labo des Savoirs, entre les émissions, les rencontres avec les scientifiques, les projets, les moments avec les bénévoles et les rushs de dernière minute. Et aujourd'hui, pour ma dernière contribution, plus que de transmettre des savoirs, pendant ces temps, c'est une curiosité commune que nous avons partagée. Cette idée que la curiosité est un bien commun, essentiel, que la culture est un droit et que les sciences, aujourd'hui menacées, elles sont multiples, nécessaires et appartiennent à toutes les voix et à toutes les expériences. Pour les semaines, mois et années à venir, continuez de vous émerveiller, continuez de poser des questions et continuez de rendre les savoirs communs. Pour que la culture et la culture scientifique continuent d'être partagées et continuent de faire partie de notre quotidien, comme cette tasse de café. Et c'est la fin de cette dernière émission de la saison 2024-2025 du Labo des Savoirs, ainsi que ma dernière au sein de l'association. Un grand merci à tous les invités, bénévoles, salariés tant à Prune Collabo et à l'ensemble des partenaires avec qui j'ai pu collaborer, toutes ces personnes croisées depuis 2018 qui sont très très nombreuses. Le Labo des Savoirs reviendra la saison prochaine dans un format un peu différent, mais continuera à rendre les sciences, toutes les sciences, accessibles à toutes et à tous. Merci aux bénévoles de cette émission, Célie, Jérémy, Valentin, Sophie et Étienne, pour leurs belles chroniques. Une émission animée et réalisée pour la dernière fois par Dunia Saez, que vous pouvez écouter sur vos applications de podcast. Retrouvez-nous sur labodesavoirs.fr et tout l'été sur les ondes avec les Tropichroniques. Passez de belles vacances, prenez soin de vous et à la rentrée prochaine pour de nouvelles émissions.